Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Euronext? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une compagnie qu'on aime bien. On a fait plusieurs vidéos sur Euronext ici par le passé. Bon, quand je dis par le passé, à peu près, vu que la chaîne existe depuis février 2021, on va se dire que entre février 2021 et 2022 et juin 2023 ici, on a peut-être parlé de la compagnie trois ou quatre fois par là. Et depuis la première fois, voilà, l'entreprise était à un niveau assez correct, c'est-à-dire qu'elle était, c'était assez intéressant. Et également, comme je dis toujours, quand une opportunité d'investissement se présente, il faut toujours aller vérifier pourquoi est-ce que le marché vous présente cette opportunité-là. So, généralement, ici, la baisse des volumes a un impact sur ce business-ci. Également, il y a certaines acquisitions qui sont en cours. Donc, ce n'est pas tout. D'accord. Il faut également voir que le premier trimestre ici n'a pas été exceptionnel, mais bon, ça peut également être une situation temporaire parce que voilà, ici, on accuse ici un net recul en termes de volume. Mais il faut comprendre que la plateforme de Ronex ici, c'est un peu comme un péage, d'accord? Vous voulez faire des transactions, vous allez payer tôt ou tard. Si vous investissez en bourse en Europe ici, vous allez passer par Euronext tôt ou tard. Donc, à la fin de la journée, c'est un business qui est là pour durer. OK? Une fois que ça c'est dit, OK? Maintenant, on va prendre en considération les prévisions, les bénéfices nets attendus en 2023, un tout petit peu de prévision ici et à peu près faire le survol de ce qui s'est passé au courant du trimestre précédent. Donc pour le trimestre, je vais rapidement ici. Premier trimestre 2023, premier trimestre 2022, vous voyez ici que le chiffre d'affaires est inférieur à celui de 2022. Ça, on n'aime pas. Vraiment, ici, on va vous donner la raison dans les rapports financiers. Donc ici, on va vous dire que voilà, le net recul ici des volumes est dû à une baisse des transactions. Le net recul du chiffre d'affaires est dû à une baisse des transactions, etc. Donc je vous laisse aller voir ça ici. OK? So, n'oubliez pas également que la période 2020, la période de 2020 ici, je pense bien 2020-2021 a été exceptionnelle pour cette campagne ici. D'accord? En termes de volume. Donc, je reviens ici. Au niveau de l'évaluation ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, après avoir regardé le chiffre d'affaires, on regarde l'EBITDA ici, on constate que l'EBITDA, en termes de marge, on a des marges moins élevées ici. En termes de bénéfices nets, on a des marges de bénéfices nets moins élevées. Donc, pour quelqu'un qui serait intéressé sur Euronext, il faut trouver la raison pour laquelle on a des bénéfices nets moins élevés, ainsi que des marges moins élevées, et également si cette situation-là est temporaire. Alors, il y a de grandes chances que cette situation soit temporaire. Donc, maintenant, on va se fier aux prévisions. D'accord? Donc, en regardant les prévisions ici en 2023, parce que c'est un business assez prévisible, ok? Vous pouvez également voir ici sur Fastgraph. Sur Fastgraph, on vous montre ici que les analystes ont tendance à avoir raison par rapport à leurs prévisions sur ce business-ci, ok? En termes de bénéfices nets ajustés par action. N'oubliez pas également qu'il faut comparer avec les free cash flow parce que c'est également une entité ici qui fait beaucoup d'acquisitions. Ok, je pense qu'il y a une acquisition présentement en cours ou bien une qui a été complètement intégrée ici. So, notamment Bourse d'Italie ou Borsa d'Italia, un truc comme ça. Donc, ici, en termes de prévision, qu'est-ce que ça donne? Si on prend en considération les bénéfices nets attendus en 2023, d'accord? Rappelle ici qu'on a 475 millions ici attendus en 2023. Je compare par rapport à 2022, vous voyez qu'on s'attend à quelque chose de plus élevé que cette période ici, alors qu'on a un premier trimestre qui est impacté par les volumes. Pourquoi? Je ne dirais pas pourquoi ici, mais ça m'intrigue un tout petit peu. Est-ce que cela veut dire qu'au courant de l'année, ici, on aura tendance à avoir des revenus nets plus élevés, des bénéfices nets plus élevés? Est-ce que les marges seront bien plus élevées que ça? Parce que les marges ont été impactées négativement par au premier trimestre ici, les marges de bénéfices nets, alors qu'ici on a encore du 31%, alors au premier trimestre on avait du 25%. Est-ce que les trimestres à venir, on aura des marges bien plus élevées? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Moi, je pose toujours des questions à chaque fois que j'essaie d'investir à chaque fois que j'analyse une compagnie, parce que je pense que c'est le questionnement qui est plus important. Parce que l'évaluation, comme je l'ai toujours dit, ça se fait en 2 secondes. OK? So, ici, je constate qu'en termes de stabilité des marges, les analystes sont confiants par rapport au futur. D'accord? C'est dit ici qu'on a du 37% ici à venir. Donc, les marges auront tendance à augmenter. Quand je dis les marges auront tendance à augmenter, vous constatez que les EBITDA sont plutôt calmes. Ici, c'est plutôt simple. On est à plutôt, voilà. On est quelque chose autour de 35%. Là, on était à 52, donc 3% en plus. Et le 3%, enfin, le supplément ici se retrouve directement dans les bénéfices nets. Ainsi que ici, on aura tendance à avoir des free cash flow bien plus élevés. Donc, si on fait ceci, cette entreprise-ci est incontournable dans son domaine. OK? En tout cas, en Europe.
OK? Généralement, ici, c'est un monopole. On va le dire comme ça. On ne peut pas avoir beaucoup de concurrence dans ce secteur d'activité-là. Ici, la croissance est essentiellement ici par acquisition. OK? Comment est-ce qu'on va donc l'évaluer en date d'aujourd'hui? Comme d'habitude, je vais d'abord aller rechercher mon PER moyen. Malheureusement, pour Euronext, ici, elle a tendance à s'échanger à des PER moins élevés que, voilà, je ne vais pas parler trop vite ici. On va quand même aller, déjà, je vais vous montrer la comparaison entre les free cash flow et les net income. Donc, on constate quoi ici? Voilà, même si on l'a déjà fait plusieurs fois ici, on constate que les free cash flow sont plus élevés que les net income ici. Ça, c'est vrai parce que c'est une compagnie qui fait beaucoup d'acquisitions. Mais de toutes les façons, il faudrait toujours aller questionner ces free cash flow-là. Maintenant, en termes de dette, en termes ici de on cherchait l'information par rapport au PER, price to earning. Je sais, si on regarde les free cash flow ici, il faut prendre les price to free cash flow. Mais moi, j'aime réfléchir en termes de rendement. OK? C'est-à-dire que la médiane des free cash flow est de combien? La médiane des bénéfices nets, excusez-moi, la médiane des bénéfices nets est de 20, je pense ici, c'est bien ça, 18,2 fois les bénéfices. D'accord? Sur les 10 dernières années, c'est 18,2. Sur les 5 dernières années, on a 19,7. Sur les 3 dernières années, on a à peu près 19,6. Donc, c'est un business qui peut s'échanger à 20 fois les bénéfices. OK? Littéralement, ils peuvent s'échanger à 20 fois les bénéfices. Donc, 5% de rendement. OK? Si on prend 20 fois les bénéfices, d'accord? On regarde ici la dette nette en date d'aujourd'hui. Quel est le niveau de dette nette de ce business-ci en date d'aujourd'hui? On a à peu près 1 milliard 680 millions. OK? Maintenant, qu'est-ce que ça va donc nous donner? On a le PER, donc la moyenne, 20 fois les bénéfices, 5% de rendement. Si vous comparez aux entités comme, entre parenthèses, si vous aimez Euronext, vous allez aimer ICE, d'accord? Vous allez également aimer, je pense, non, c'est pas le NICE, vous avez également aimé Nasdaq, parce que Nasdaq également éco. Pas le Nasdaq, hein, je parle de la société Nasdaq, oui, parce que c'est une entreprise également. Nasdaq est coté en bourse, d'accord? Pas Nasdaq 3000, donc voilà le ticker symbole de Nasdaq. Également, il y a ICE, il y a également une autre entité, CBOE, que vous allez également aimer, d'accord? Donc, c'est à peu près, ils font à peu près la même chose, ok? Dans une certaine mesure. Moi, j'aime bien ce genre de business-là. Donc, on revient sur Euronext. On a la dette nette, on a le PER, on a à peu près les prévisions des analystes pour les années, pour les mois à venir. OK? Qu'est-ce que ça va nous donner? Je prends ici mon zone bourse, OK? Par rapport à ces prévisions-ci. Et j'aime rappeler une chose. Les prévisions ne sont pas gravées dans la roche. OK? Elles auront tendance également à fluctuer dépendamment des nouvelles informations. Donc, quand vous prenez en considération les prévisions ici, d'accord? C'est pour vous donner, ça vous donne une idée générale du pessimisme ou de l'optimisme sur le business. C'est la partie la plus importante. Si je constate ici qu'on s'attend à des bénéfices nets moins élevés dans le futur, ça veut dire qu'on est de plus en plus pessimiste. Et j'essaie de regarder quelle est la raison derrière. J'essaie de rechercher cette information-là. OK? Si je constate qu'on est de plus en plus optimiste, je fais également la même chose. Je recherche l'information pour laquelle l'information qui confirme cet optimisme-là. Est-ce que l'optimisme ici va dépendre des nouvelles acquisitions? Est-ce que l'optimisme, c'est parce que les volumes seront de plus en plus élevés ou bien c'est parce qu'on va offrir des services supplémentaires? OK? Regardez également la stratégie du management, etc. Ce sont des éléments très, très importants. OK? Cette compagnie s'exerce dans le secteur financier, dans le segment capital market. OK? So, dans ce secteur, généralement, on peut se dire, parfois on va poser la question par rapport au customer, etc. Mais c'est pas, je pense pas, elle ne se comporte pas comme un capital market typique. C'est un peu comme une place, enfin c'est même ça, c'est une place d'échange en fait. Elle met en relation, elle facilite ici la relation entre voilà, les différents opérateurs de marché, on va le dire comme ça. OK? Donc, ici, en termes d'évaluation, ça donne quoi? On s'attend à 475 millions en 2023. 475 à 20 fois les bénéfices, OK, moins la dette nette, OK. La dette nette ici est 1 milliard 786. À ce niveau-ci, on constate qu'on a combien? 1 milliard 680. Bon, je pense ici, je pourrais regarder ici au niveau des résultats. Donc, dette, de toutes les façons, net dette ici, tac, tac, tac. Vous voyez ici que la dette nette ici je pense ici qu'elle a diminué par rapport à la période précédente, par rapport au Q4, d'accord.
et ajuster ces 2,1. Donc la dette nette continue diminue de plus en plus. Donc on recherche l'information par rapport à la dette nette ici. Ça c'est la dette nette sur EBITDA. Donc dette ici, voilà, listing. Non, ça c'est pas. Attention, ça c'est par rapport à leurs les différents revenus ici. Ok. Donc attention, ce sont les instruments de la dette ici. C'est pas la dette de la compagnie. Donc on recherche ici la dette nette de la compagnie. Où est-ce qu'on va avoir cette information-là? Elle est sans doute quelque part ici. Après, si elle n'est pas là, de toutes les façons, on va prendre l'agrégateur. Pour les bidas ici, si je veux trouver la dette nette, c'est simple. Je prends juste les bidas ici sur les 12 derniers mois ici, multiplié par 2,1. OK? Donc ici, quand je regarde ici, par rapport à ce que j'ai présentement ici, on aura sans doute une dette nette aux alentours de 1 milliard et poussière par là. Donc je vais prendre le 1 milliard 700 ici. 1 milliard 680 de Coifin. OK. Donc, je peux également recoller les morceaux en allant regarder la dette nette sur la compagnie, sur Yahoo Finance. OK. Donc, je vais mettre 1 milliard 700 pour faire simple. Divisé par le nombre d'actions. On a à peu près combien d'actions en date d'aujourd'hui? Toujours vérifier. Est-ce qu'on rachète également ces actions? On a à peu près 106 millions d'actions. Je zoome un tout petit peu ici. 106 millions d'actions. Est-ce que c'est bien ça? Attention. 107 millions d'actions. OK. Donc, le nombre d'actions augmente ici, notamment parce qu'il y a des acquisitions. Comme je l'ai dit, si le nombre d'actions augmente, regardez également si les EPS augmentent, si vos earnings per share également augmentent. On voit ici que les earnings per share sont plutôt stables ici. Donc, l'augmentation du nombre d'actions ici n'a pas eu d'impact sur les bénéfices nets par action. C'est une bonne chose déjà, c'est le minimum qu'on demande, parce que si on augmente le nombre d'actions et que les bénéfices nets diminuent, ce n'est pas une bonne chose. Mais si on augmente le nombre d'actions et que les bénéfices nets augmentent ou restent stables, c'est correct. De préférence, on préfère que ça continue à augmenter. Donc, on s'attendrait ici à avoir un rachat d'actions après que l'entreprise ait remboursé une bonne partie de la dette ici. Et je rappelle qu'elle n'est pas très endettée. OK? Donc, on a à peu près 107 millions d'actions. Donc, divisé par 107, ça donne combien? On aura à peu près 72 euros l'action, 72,73 euros l'action. Et ça ne prend pas en considération la croissance future. OK? Ça ne prend pas en considération la croissance future. Et je me suis également basé sur la dette. Parce que si je prends en considération la croissance future, OK? Admettons que les bénéfices nets attendus en 2025 se réalisent. OK? On attend à peu près 625 millions, même si les free cash flow auront tendance à être plus élevés. À 20 fois les bénéfices, moins 1 milliard 700 de dette en dette nette en date d'aujourd'hui, d'accord? La dette en date d'aujourd'hui, divisé par le nombre d'actions, on a mis ici 107 millions d'actions, divisé par 1,07, parce que le nombre d'actions également peut augmenter, faites attention, donc ça aura un impact sur la valorisation ici, en tout cas par rapport au bénéfice net par action, parce que la valorisation, ça n'aura pas un grand impact. Donc on voit ici que si on arrive à générer ce niveau de bénéfice net là en 2025 et que le marché paye 20 fois les bénéfices, on pourrait se retrouver à 100 euros l'action. Par rapport au prix actuel, c'est assez intéressant. Vous voyez également qu'on s'attend à du 625 millions ici. Par rapport à la capitalisation actuelle, on a à peu près 6 milliards 756, j'arrondis ici. Ça donne à peu près un rendement de 9,25% au prix actuel. Évidemment, ça ne prend pas en considération la dette. Okay? C'est-à-dire que si cette compagnie-ci vous reversait la totalité des bénéfices nets attendus en 2025 ici, admettons que tout ceci se réalise, vous aurez un rendement de 9,25% par rapport au prix actuel. OK? Par rapport au prix actuel. Et comme je l'ai toujours dit, je recherche un rendement d'au moins 8%. D'accord? Au moins 8%. Par rapport aux bénéfices nets. Faites attention. Ici également, on va questionner la politique ici d'allocation du capital. Est-ce qu'on rachète des actions? Est-ce qu'on rembourse la dette ici? Est-ce qu'on fait des acquisitions ou on paie un dividende? OK? Actuellement, est-ce que cette compagnie-ci paie un dividende? Il me semble que oui, de l'ordre de 3,51%. C'est dans la tendance également à légèrement augmenter ces dernières années, mais ils ont les moyens de le faire. Ils ont clairement les moyens de le faire. Donc aujourd'hui, cette entreprise-ci, on vous la propose à 63,30 euros, avec une valorisation potentielle ici aux alentours de 100 euros, en prenant en considération la dette, parce que si on ne prend pas en considération la dette, on aura quelque chose de bien plus élevé que ça, aux alentours de 120 euros par là. Donc, presque le double de ce qu'on a ici aujourd'hui. OK? Donc, ce qui veut dire que ça pourrait être intéressant en date d'aujourd'hui.
Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète sans réfléchir. Non. On lit les rapports financiers. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, dans le service Top Premium, on a présentement un discount de 80% pour les 80 places restantes ici. Pour tous ceux qui sont intéressés par les formations thématiques qui vont avoir lieu au courant des mois à venir. Deux seront disponibles. La première, le 13 du mois de juin, deuxième, le 16 du mois de juin. OK? Ensuite, on aura juillet, septembre et août, parce que chaque secteur d'activité s'analyse d'une certaine façon. Quelles questions il faut poser quand je vais regarder une compagnie dans le secteur des assurances? Donc, par exemple, quand je vais dans le secteur des rates, quelqu'un va aller regarder les bénéfices nets, alors que c'est exactement ce qu'il ne faut pas aller faire. OK? Quel type de contrat on a? Comment est-ce que je vais apprécier tel actif par rapport à l'autre? OK? Dans le secteur des rates, d'accord? Est-ce que les mortgage rates s'analysent de la même façon que les rates classiques dans le secteur immobilier? Point d'interrogation. OK? Quand je vais regarder une banque également, c'est la même chose. D'accord? Donc ici, quand je vais regarder une compagnie comme BNP, est-ce que BNP et Crédit Agricole, vous pensez que BNP et Crédit Agricole font la même chose? Les deux sont qualifiés de banques ici, mais il y en a une il y en a une ici qui a des revenus issus du métier de banque classique ici plus élevé ou bien plus élevé que l'autre. Ok? Donc, il y en a une qui est plus diversifiée, il y en a une qui est moins diversifiée. Donc, on peut le voir comme ça. Donc, toutes ces questions-là sont à poser dépendamment du secteur d'activité. OK? Par exemple, quand on parle de capital market, on se retrouve essentiellement ici dans le secteur financier. Mais dans le secteur financier, la particularité, c'est surtout les assurances et les banques. Parce que les capital markets ici, hormis ici les asset managers ici, on peut avoir une certaine nuance. Donc, j'en ai parlé ici avec Amundi. Mais celle-ci peut s'analyser de manière classique ici. Donc, c'est-à-dire que comment on lit les rapports financiers peut clairement fitter dans cette compagnie-ci, avec une compagnie comme Euronext. OK? Donc, c'est uniquement pour les 80 premières personnes. OK? Uniquement. Pour ceux qui sont déjà abonnés sur le service Top Premium, vous avez déjà droit aux deux qui sont disponibles ici. D'accord? Sans charge supplémentaire par rapport à ce que vous avez déjà payé précédemment. Hormis ça, vous avez également tout ce qui est inclus dans le Top Premium ici, à savoir analyse sectorielle. D'accord? C'est important de connaître à peu près là où quand on va analyser un secteur, quand on veut rentrer dans un secteur d'activité ici, c'est important de savoir à peu près ce qui se passe en date d'aujourd'hui. Par exemple, ici, dans le secteur ici immobilier, vous savez que c'est un peu difficile en date d'aujourd'hui, mais ce n'est pas un segment qui va mourir, mais c'est un segment qu'on va acheter avec des multiples très peu élevés en date d'aujourd'hui, tout en normalisant les résultats. OK? Vous pouvez demander les analyses fondamentales à la demande, ainsi que recevoir mon top d'entreprise intéressante pour le mois actuel. OK? Ce n'est pas une obligation. Attention les amis, on reste toujours bons amis ici. D'accord? Donc faites attention. Vous avez également la possibilité de payer en 2 fois. Attention. Ça, c'est le prix du premium uniquement. Et ça, c'est le prix de l'ensemble de ces formations-ci. OK? Donc, vous joignez les deux, mais vous n'allez pas avoir à payer les deux présentement ici. Donc, vous pouvez payer en 2 fois. D'accord? Parce qu'il y aura une autre page après ce paiement si vous allez recevoir un courriel ici pour savoir à peu près quelle est la conduite à tenir. OK? Donc, ici, pour Euronext, c'est une belle entité. Si elle vous intéresse, ça ne veut pas dire qu'on l'achète maintenant. On va lire les rapports financiers. Actuellement, elle est toujours très sous-évaluée. D'accord? Très sous-évaluée. Et c'est assez intéressant d'en faire l'acquisition. Enfin, de commencer à la regarder en profondeur en date d'aujourd'hui. OK? Donc, ne soyez pas pressés. Cette compagnie-ci est incontournable dans son domaine. D'accord? Donc, ce n'est pas ChatGPT qui va venir nous faire, ou bien l'intelligence artificielle qui va venir nous déranger ici. Donc, soyez-en sûrs. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, si elle vous intéresse, lisez les rapports financiers. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et Euronext, très intéressant. Merci.